Les jeux, ça a vraiment un sens particulier. Tu peux être 10 fois champion du monde. Si tu fais pas de médaille aux jeux, on dirait un peu que t'es passé à côté de ta carrière. Bonjour, je suis Loïc Prigent, vous écoutez Louis Vuitton Extended, le podcast. Voici le 3e épisode de la série dédiée aux sportifs. Aujourd'hui, j'ai rencontré Timothée Adolphe, athlète non-voyant, qui m'a parlé de son parcours, des difficultés à accéder au sport de haut niveau lorsqu'on est en situation de handicap, de rencontres déterminantes et de ce qu'il fait en parallèle de l'athlétisme. C'est un ambassadeur Louis Vuitton et il est hyper inspirant. Bonjour Timothée Adolphe, merci de nous rejoindre. Bonjour. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Trop content de se parler aujourd'hui ? Bah de même. Vous pouvez nous parler des débuts de votre parcours sportif ? Au tout début, j'ai un coup de cœur pour le basket à 5-6 ans. J'ai la chance de voir mon premier match, c'est un match entre les Bulls et les Lakers. Donc c'était l'époque de Jordan, dans les années 90 et tout ça. À l'époque, j'étais malvoyant. Et un malvoyant qui voit à peine un 20e, les clubs de basket, ils se disent lui, il va nous coûter cher en assurance. Donc non, j'ai pas trouvé de club qui vont vouloir m'accueillir. Et à chaque fois que je vais vouloir faire du sport, en fait, je vais me heurter à un mur de gens qui me disent ah non, on peut pas, ou simplement on veut pas, je suis pas formé pour. Enfin, un tas d'excuses bidons. Jusqu'au jour où, en 99, je vois, comme tous les étés, les championnats internationaux d'athlètes. En l'occurrence, en 99, c'est les championnats du monde de Séville. Et pendant ces championnats du monde, les Espagnols ont cette bonne idée de mettre des épreuves paralympiques en démonstration. D'accord. Et je me retrouve à l'âge de 10 ans devant un 200 mètres de non-voyants qui sont guidés. Et du haut de mes 10 ans, je dis à tout le monde comme ça, à la cantonade, un peu « Ah, c'est facile, de toute façon, moi je serai champion du monde, champion olympique aussi un jour. » Évidemment, ça fait rire tout le monde. Le panache. Puisque je me doute pas du travail, de tout le travail qu'il y a derrière, on le voit pas. Sauf que je suis un peu déterminé dans mon truc et j'ai décidé de faire de l'athlé. Et donc je m'adresse quelques semaines plus tard au club de ma ville. Je suis pas très serein à ce moment-là, parce qu'à chaque fois que j'ai voulu faire du sport, mes parents me soutenaient, mais à chaque fois on s'est heurté, comme je te disais, à un mur. Donc, et puis ce jour-là, en fait, pour la première fois, on m'ouvre les bras. En fait, on me dit, y a pas de souci, mon petit gars. On connaît ni le handicap ni le handisport, mais viens, on va faire en sorte que tu pratiques comme n'importe quel gamin. Et c'est ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire que pour le sprint, je vois pas assez les lignes du couloir, mais je vois la lisse, donc le bord de la piste, parce que c'est plus épais. Pas de problème, on va faire en sorte que tu puisses prendre le couloir 1. De toute façon, personne n'en veut, donc vas-y, on va te le donner. Toi, c'est ce que t'aimes bien. Les courses de haies, je voyais pas les haies, c'est pas grave. Tu vois les lattes fluorescentes qu'on met devant la haie, pas de souci, on va te les mettre. Et comme ça, tu sauras où prendre ton impulsion pour franchir la haie. La longueur, tu vois pas la planche, pas de problème. Mon entraîneur, c'était un ancien militaire. Il a ramené son écharpe de sauvetage qui est orange fluo, et donc sans mauvais jeu de mots, ça me tapait dans l'œil. Et donc je savais où prendre mon impulsion pour pas mordre. La hauteur, je voyais pas la barre, c'est pas grave. Tu vas toucher la hauteur de la barre, comme ça tu la visualises et tu retournes prendre ta course d'élan. Ouais. Et puis pour les crosses, c'était le seul moment où je voyais pas la rubalise qui définissait le parcours, donc j'étais guidé. D'accord. Mais quand je commence l'athlé entre 10 et 13 ans, je suis que guidé encore sur piste, je vois suffisamment, j'ai un 20e, mais je l'exploite très très bien. Et donc, ça allait. C'est que à 13 ans, je déménage et je retrouve pas de structure qui veut s'occuper d'un malvoyant, à tel point que quand je vais vouloir reprendre et que je m'adresse même à un club qui se dit avoir une section handisport, au moment où je poursuis mes études à 15-16 ans à Angers, on me dit j'ai pas de temps à perdre avec un aveugle. Donc je suis allé chialer un coup et je me suis dit c'est pas grave, là tu veux pas de moi, donc je vais aller faire autre chose. Donc je me suis réfugié un petit peu dans la musique et dans une autre discipline qui s'appelle le torbal. Et puis je vais à 20-21 ans reprendre l'athlé parce que je discute avec un pote et je lui dis que l'athlé ça me manque, que j'aimerais reprendre et tout ça. Et il me dit va à Charlétier. Il y a le PUC là, il y a une section handisport, il y a pas mal de déficients visuels. Qui t'entend rien. Et donc, je l'ai pris au mot. Et un soir de janvier 2011, je me pointe à Charlétier. Je demande à parler au responsable du handisport. Et on me présente, en fait, Artemon Atungimana. Artemon, faut savoir qu'il a été vice-champion du monde du 800 mètres en 95, derrière Kipketer, qui est un peu la légende des années 90 sur 800, qui était le Bolt du 800 mètres, si on veut, des années 90. Et il courait pour le Burundi à l'époque. Et lui, il est arrivé en France en 93. Il a obtenu la nationalité française en 2005. Et ensuite, il a décidé d'entraîner pour la France.
À ce moment-là, j'ignore totalement qui il est, ce qu'il a fait. Et moi, j'arrive avec mes grands sabots en lui disant ah, voilà, je vois plus rien, je voudrais faire du 100 et du 200 mètres. Et puis lui, le lendemain, il partait au championnat du monde en Nouvelle-Zélande, puisqu'il était entraîneur national pour l'équipe de France paralympique. Et il me dit reviens dans un mois, le temps que je rentre, que je te trouve un guide, et puis on commence. Et puis il a tenu parole. Il m'a bien trouvé un guide et on a commencé le travail comme ça. Au bout de 2-3 mois, je bats le record de France du 800 mètres. Et je fais des médailles au championnat de France sur 100, 200, 400, 800. Et puis l'histoire commence comme ça. Et puis Artemon va me coacher en fait et va m'amener au plus haut niveau il va me coacher pendant 11 ans. Vous avez un palmarès vraiment incroyable. C'est quoi votre médaille préférée ? J'ai pas vraiment de médaille préférée. J'ai des très bons moments. Et en fait, il y en a forcément quelques-unes qui me tiennent un peu plus à cœur. Souvent, c'est les premières. Genre ma première médaille internationale, donc quand je prends ma première médaille de bronze au championnat du monde en 2013, et puis c'est à Lyon, c'est en France, la surprise un peu générale, à part mon coach et mon guide, personne misait sur le petit gringalet, parce que je faisais 15 kilos de moins à l'époque, je suis pas très élevé encore aujourd'hui. Petit, pas très petit, vous faites 1,80... 4. Ouais, voilà. On m'appelait l'arbalète un peu à l'époque. Donc il y a cette première médaille internationale qui était une revanche ? Pas une revanche, mais j'étais vraiment dans cette position de l'outsider. Il y a personne qui misait sur moi en fait. Déjà le fait que j'arrive en finale, c'était un petit peu qu'est-ce qu'il fout là celui-ci ? Donc voilà, et puis l'année suivante, je confirme en étant double champion d'Europe. Et donc là, c'est le premier titre de champion d'Europe à 1 centième près en plus. Et c'était quoi, vous vous souvenez du score exact ? Ouais, c'était en 200 mètres et ça intervient le lendemain d'une disqualification en finale des championnats d'Europe parce que mon guide fait faux départ. Donc il y a cet ascenseur émotionnel qui joue et je fais 23,90 et le deuxième fait 23,91. Et je pense que cette médaille, en fait, elle a aussi une saveur particulière au-delà du fait que c'est la premier titre de champion d'Europe. Ouais. Comme je disais, c'est un ascenseur émotionnel et avec mon guide, plutôt de se prendre la tête parce qu'il y a eu un faux départ la veille en finale du 100 mètres ou je sais pas quoi, en fait, on est restés unis. En fait, on a cherché à comprendre ce qu'a bugué. Sur un départ de 100 mètres, en fait, t'as envie de partir, en fait. À partir du moment où il dit prêt, le starter, nous, on est un peu comme des animaux, hein. On est là, vas-y, envoie le coup de feu. Et donc voilà. Et puis, il a été particulièrement long et le guide a réagi très légèrement avant le coup de feu et ça a été carton rouge et puis c'est tout. C'est qui le guide ? À cette époque-là, mon guide, c'était Cédric Philippe. Et c'est quoi ses qualités ? Quelles qualités il faut qu'il ait ? Il faut être soi-même déjà sportif de haut niveau. Il faut avoir une bonne coordination. C'est-à-dire quand tu vas faire certains exercices, il ne faut pas que tu sois complètement désuni dans tous les sens. Coordonner ton œil avec ton doigt, des trucs comme ça. Nous, c'est plus, ça va être des mouvements sportifs parce que tu vas devoir être synchronisé avec ton athlète. Donc, en termes de synchronisation, il va falloir que tu sois propre techniquement. Et puis après, il y a le côté humain. C'est-à-dire, il faut des qualités humaines, c'est ça ? Il faut être à l'écoute parce que, en fait, le guidage, c'est toi, tu as tes qualités, moi, j'ai les miennes. Et il va falloir qu'on arrive à mélanger les deux pour faire que le binôme, il ait ses qualités. C'est comme tu as 2 huiles essentielles, en fait. Et ben, tu vas mélanger les deux et en fait, les qualités de l'une et de l'autre vont se renforcer pour donner un mélange plutôt sympa. Une synergie. Et ben, on essaye de les gommer, les défauts. C'est un peu le propre de l'athlète. On va bosser techniquement pour gommer tous les petits défauts techniques. Et puis après, forcément, il en subsiste, mais il faut que ces défauts prennent le moins de place possible, en fait, dans la performance. Donc, il faut qu'il y ait ce côté où ça matche humainement et ça devient une relation où on est très proche. C'est proche de la relation fraternelle, un petit peu. Donc, faut que ça matche quand même. Et qui est votre guide aujourd'hui ? Alors, j'en ai plusieurs. Il y a Jeffrey Lamy, du coup, qui me guide sur 400 mètres depuis 2017. Et pour continuer à répondre à la question que tu me posais tout à l'heure sur les médailles les plus importantes avec Jeffrey, on a en 2019 notre premier titre de champion du monde, un peu à la surprise générale, parce que la course est dingue aussi. C'est-à-dire, il y a des rebondissements ? Ouais, il faut la voir. Cette course, à 120 mètres de la ligne, on est dernier. Et on vient prendre l'or sur la ligne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le soleil est apparu. Non, alors c'est la seule fois de ma carrière où je me laisse un peu submerger par l'émotion. En fait, je me suis qualifié en finale en battant le recordman du monde la veille en série.
Et j'y ai laissé un peu des plumes. Je suis un peu fatigué ce jour de cette finale et j'ai aucune sensation à l'échauffement. Je me sens fatigué. J'ai l'impression que j'ai pas de jambes, pas d'énergie. C'est une fatigue physique, quoi. Ouais, j'ai aucune sensation. Il y a un stress très particulier avant le 400 qu'il n'y a pas avant un 100 ou un 200. C'est une discipline qu'on dit lactique et donc c'est une discipline qui fait mal le 400, sauf qu'on sait jamais quand est-ce qu'on va avoir mal. En fait, au bout de 200 mètres, Jeffrey me dit « C'est bon, t'as fini ce que j'ai fait les 200 mètres les plus lents de ma carrière quasiment. » Il vous parle ? Enfin, ouais, il me dit « C'est bon, on peut y aller là !» Et en fait, il commence à relancer, il voit que je suis. Et il se dit « Bon, on n'aura peut-être pas l'or, mais viens, on va essayer d'aller chercher une médaille de bronze. » Enfin, c'est ce qu'il se dit, hein, il me le dit pas dans la course. Et au final, on redevient 3e. Je dis, mais en fait, il est pas si fatigué que ça. Il me raconte des conneries ici. Et puis, il fait une dernière accélération franche pour voir si je réponds. Et il voit que ça répond. Et c'est là où on va prendre l'or vraiment sur la ligne. On gagne en 50-91, le deuxième en 50-96. Et donc, très, très serré. La médaille aussi qui a du sens, c'est ma seule médaille paralympique quand je suis vice-champion paralympique du 100 mètres, en établissant la deuxième meilleure perf de l'histoire. Parce que c'est un record du monde qui a 10,92 avant la finale des Jeux de Tokyo, où on fait 10,90, donc c'était avec Bruno Napri à l'époque. Mais il y a un Grec qui est descendu en dessous, qui a fait 10,82, donc revanche cet été à Paris. Ça fait quoi de recevoir une médaille paralympique ? C'est pas que tu fais partie du gratin, mais ça y est, Ouais, en fait, c'est la compétition ultime. Et alors, c'est pas l'or, mais une médaille au jeu, tu sais que ça change ta carrière quand même. Et on est en plus en athlée. En athlée, c'est... Les jeux, ça a vraiment un sens particulier. Tu peux être 10 fois champion du monde. Si tu fais pas de médaille au jeu, on dirait un peu que t'es passé à côté de ta carrière. Ouais, c'est vrai ? Ouais, si tu fais 10 médailles au championnat du monde et que tu fais rien au jeu, on dirait que il y a quelque chose qui s'est passé. Comment ça se passe ? Le guide, il monte avec vous sur le podium ou pas du tout ? Alors ça, c'est très récent. Il faut savoir avant 2008, le guide n'a pas le droit de monter sur le podium. Donc en 2008, il a le droit de monter sur le podium. Il a le droit à la même prime que son athlète, en sachant que c'est que depuis 2008 que les Paralympiques touchent la même prime que les Olympiques. Et c'est qu'en 2012 où le guide touche la prime, monte sur le podium et a la même médaille que son athlète. Wow, ok. Donc c'est assez récent. Quelles leçons tirées de votre parcours qu'on pourrait appliquer à la vie de tous les jours, vous pensez ? Moi, je pense que c'est cette phrase qui m'a un peu guidé tout le temps, qui est « Ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves ». Parce que je vis des choses qui étaient des rêves de gosse quand j'étais petit. Et il y a même des choses auxquelles je ne m'y attendais pas du tout et qui sont incroyables. Et effectivement, pour atteindre un rêve, il y a souvent des embûches. Tu n'es pas sûr d'y arriver, mais au moins, il n'y a pas de regret parce que tu auras essayé. Je fais plein de choses, je suis dans le sport, je suis dans d'autres domaines et je fais ce qui me plaît en fait. Comment on dépasse ces obstacles ? Comment on va au-delà de tous ces obstacles ? Parce que vous en avez eu là. Au cours de ma vie, déjà pour pratiquer, j'en ai eu sur le fait de comment j'ai perdu la vue. Par rapport à mon handicap, il a fallu que je redéfinisse mon projet professionnel. Et puis au niveau de ma carrière, j'ai eu pas mal de disqualifications parce que la course guidée, malheureusement, elle est soumise à un règlement qui est très très strict. Par exemple, avec Jeffrey, on est champion du monde, champion d'Europe. Quand on arrive à Tokyo, on est les favoris du 400 mètres. On nous disqualifie parce que le lien glisse de sa main à 40 cm de la ligne sur un 400 mètres alors qu'on a 15 mètres d'avance. Et la règle dit on doit franchir la ligne reliée. Ok, d'accord. Ouais. Et là, tu vois que c'est pas qu'il a lâché volontairement, ça a glissé de sa main parce qu'il faisait 40 degrés à midi. Il y avait un taux d'humidité qui fait qu'on avait les mains complètement trempées. Le lien, il a glissé. C'est pas juste il a voulu lâcher. Il s'est mis en arrière pour être sûr de respecter la règle qui dit que moi, je dois franchir la ligne avant lui. Dans le mouvement, ça a glissé de sa main. Mais, ça a été sans appel ? C'est sans appel. Il y a aucune contestation possible sur ce genre de disqualification. En 2017, je perds un titre de champion du monde parce que l'épaule de mon guide passe devant la mienne de 3 millièmes. Vous craquez dans ce cas-là ? Ouais, tu craques, tu chiales un bon coup. Et puis, en fait, c'est des ascenseurs émotionnels. Faut pas oublier que sur le coup, on te dit que t'as gagné. Et que la disqualification, elle arrive 3/4 d'heure, 1 heure et demie après. Mais non. Donc t'as le temps de pleurer de joie dans les bras de ta mère parce que t'es champion du monde, de faire des interviews et tout ça. En 2018, c'est là où j'ai failli craquer, par exemple, parce qu'au championnat d'Europe, je gagne le 200 mètres. Je suis champion d'Europe. Je commence les interviews, j'ai le temps de boire un verre avec la famille et tout avant d'aller au podium. Ouais. Et au moment d'aller au podium, je dis non, toi tu y es pas. Pourquoi ? Comment ça, c'est moi qui ai gagné. Ouais, mon gars, t'avais le dossard arrière, t'avais pas le dossard devant. Pardon ? Voilà. Donc pour une histoire de dossard, et en fait le règlement me donne raison en plus. Ils disent que c'est au juge de s'assurer que les athlètes sont dans une tenue réglementaire. Sauf que moi, il n'y a aucun juge
qui m'a dit t'as pas ton dossard. Mais ils ont été sans appel là-dessus? Ouais. On a porté réclamation, la France a porté réclamation. Il y a eu 18h30 de délibération, donc du vendredi 20h jusqu'au samedi 14h30 pour au final qu'on vienne te dire non, en fait, les juges allemands n'ont pas voulu admettre leur faute et donc la disqualification est confirmée. C'est quoi votre surnom? Le guépard blanc. D'où ça vient? Ça, c'est Artemon. Comme je disais, je faisais 15 kilos de moins et en fait, vu que j'avais une de mes qualités premières, c'est d'être très fluide et tout ça. La veille de cette première finale internationale, Artemon m'a pris à l'écart. Il me dit, écoute, demain, tu ne seras pas un lion, tu n'es pas assez costaud. Tu seras le guépard blanc. Et c'est resté. Comment vous avez réagi quand il vous dit ça? J'ai rigolé sur le coup et j'étais très touché parce que c'était un moment particulier, je pense, pour moi. Et puis, je sentais qu'il me faisait confiance et qu'il y croyait aussi, surtout. Il parle souvent comme ça, comme un sage? Ouais, Artemon va beaucoup vous parler avec beaucoup d'images, de proverbes, des trucs comme ça qui sont issus de sa culture burundaise. C'est des images qui sont très parlantes et très très fortes. Et qui inspirent, c'est ça? Ouais, qui sont hyper inspirantes. C'est quoi la TGB? TGB, c'est la team du guépard blanc, donc c'est ce qui s'est construit parce qu'au début, j'avais qu'un guide et puis après, on s'est rendu compte qu'il en fallait 2, 3, 4, même 5 à certains moments. Donc c'est toute l'équipe. Vous pouvez me parler des classifications des épreuves handisport? Ouais. La T11, c'est ça? Ouais, alors moi, ça qui vous concerne? T11, c'est ma catégorie. Donc, T, c'est parce qu'en anglais, athlétisme, c'est track and field. Donc, T pour les courses, F pour les concours. Donc, après, le premier chiffre va indiquer la classe du handicap. Donc, 1, c'est visuel. 2, c'est mental. 3, c'est tout ce qui est hémiplégie, IMC et tout ça. 4, ça va être tout ce qui est amputation de jambes et de bras. 5, c'est les fauteuils. Et 6, c'est ceux qui sont amputés mais qui sont équipés de lames, donc les prothèses. Après, le deuxième chiffre, plus il est bas, plus le handicap est considéré comme important. Plus il est haut, moins il est jugé important. Chez les déficients visuels, on a 3 catégories, T11, T12, T13. Les T13 sont ceux qui sont légèrement malvoyants et qui peuvent courir tout seuls. On leur accorde un couloir. Les T12 sont ceux qui sont beaucoup plus malvoyants. Et là, on leur accorde 2 couloirs et ils ont le choix de courir avec ou non un guide. Et les T11 sont ceux qui voient moins de, je sais plus, 1 centième, je crois, ou qui sont non-voyants comme moi, qui courent donc impérativement avec un guide. Et de toute façon, pendant l'épreuve, pour une question d'équité, on court avec et des patchs oculaires, plus des patchs complètement opaques. Vous avez été T12 et vous êtes passé à T11 ou vous avez Non, toujours moi été T11? j'ai fait toute ma carrière en étant T11. On est à combien de temps d'être paralympique là? Là, on est à... Vous comptez les heures ou les jours? Ou les semaines? Non, là, on compte encore les mois, ça va, il reste 3 mois et demi. Comment ça va monter votre état d'esprit, ou descendre, je sais pas, comment vous avez... Non, forcément, ça va que monter, puisqu'on s'approche on s'approche de l'échéance. Donc là, on est quand même plus sur la fin de la préparation. On n'est pas encore dans la toute dernière ligne droite, mais on s'en approche. Alors moi, en étant déjà qualifié et sur 100 et sur 400 mètres, l'objectif là, c'est pas de courir après une qualification, après un minima, après une sélection, quoi que ce soit. C'est de se régler. On va en compétition pour, dans un premier temps, réussir à reproduire ce qu'on a travaillé à l'entraînement et le restituer en compétition. Et puis après, c'est de répéter. Être le plus près le jour J, parce que sur le 100 mètres, c'est on a souvent l'impression que le 100 mètres, c'est un truc de bourrin, alors que c'est extrêmement technique. Et la moindre erreur technique, on va la payer cash. Donc le fait de répéter en compétition, ça va nous permettre, à chaque sortie, on va analyser ce qui allait, ce qui n'allait pas, et au fur et à mesure d'essayer de gommer ce qui n'allait pas. Vous avez accès à beaucoup de données maintenant ? Oui, nous, on a des assistants scientifiques à la performance qui sont avec nous au quotidien. Sur 400 mètres, par exemple, en compétition, aujourd'hui, moi, je cours des fois avec un GPS qui nous permet d'analyser la course à chaque dixième près. Ce qui va nous permettre de savoir, là, peut-être que t'es parti trop vite, là, t'es parti trop fort. À tel moment, en fait, t'as trop relâché l'effort, etc., etc. Ça vous aide, ça ? Oui, parce on peut avoir l'analyse vidéo qui peut donner certaines informations. Il y a les sensations du guide et de l'athlète qui peuvent donner certaines informations. Le regard du coach peut en donner. Mais derrière, il y a aussi une vérité scientifique qui peut en apporter d'autres. Vous êtes porte-parole aussi de sujets liés au handicap et au développement de projets inclusifs. Ouais. Vous pouvez me parler du CC Basket ? Alors, le CC Basket, c'est un des projets que je vais lancer... je pense quand je mettrai un terme à ma carrière.
Le premier sport pour lequel j'ai eu un coup de cœur, c'était le basket. Ça n'existe pas. On a su adapter le foot aux déficients visuels et je suis sûr qu'on peut le faire. J'ai largement les idées, c'est pour ça que je veux le lancer, pour le basket, comme on peut le faire, j'en suis persuadé, aussi pour le hand. Donc le prochain Timothée qui voudrait en faire, il pourrait en faire, quoi, c'est ça ? C'est l'objectif qu'aujourd'hui, un déficient visuel, quand il veut faire du sport, qu'il se trouve pas limité à un choix et qu'il se dise pas « Ah mince, je veux faire du basket, je peux pas ». Vous pouvez nous parler de votre jeu vidéo ? Tout à fait. Alors ça, c'est plus d'actualité, puisque le jeu vidéo, il est sorti l'année dernière. C'est Timmy Team Racing qui est sorti. C'est le premier jeu vidéo en fait grand public accessible à tout type de handicap. On a mis essentiellement l'accent sur la déficience visuelle, pas que parce que moi je suis non-voyant, mais parce que aussi dans l'équipe, la majorité de l'équipe est atteinte d'un handicap sensoriel, auditif et visuel pour certains. Donc c'est l'handicap qu'on maîtrisait le plus. Maintenant, on a aussi travaillé sur d'autres. Par le retour des utilisateurs, on va pouvoir adapter et mettre en place d'autres choses aussi pour d'autres handicaps. Mais c'est le premier jeu qui, à la base, est grand public et sur lesquels les déficients visuels pourront jouer. Ça fait très peu de temps que ça existe sur console et sur mobile, c'était une première mondiale. Vous faites aussi du stand-up et de la musique ? Tout à fait. Dans lequel de ces médiums vous vous exprimez le mieux ou le plus ? C'est deux univers complètement différents. La musique, j'en fais depuis 20-21 ans maintenant. Le stand-up que depuis quelques années. Donc, j'ai pas le même rapport à l'un et à l'autre. Et le stand-up, je suis encore en train de découvrir. Et dans la musique, je fais du rap. Et donc, j'ai fait un petit peu d'ego trip, des trucs un peu punchline, comme à l'époque et tout ça. Je me suis essayé à la battle aussi, que j'adorais. C'est une discipline que j'adore, le battle rap. C'est la compétition qui vous plaît, c'est ça ? Ouais, en fait, que ce soit quand tu prends le sport, le hip-hop ou le stand-up, il y a ce côté performance qui reste lié. Il y a aussi le partage et la transmission. La transmission, parce que pourquoi je suis venu au rap ? Moi, j'y suis venu par l'écriture, parce que c'était une musique qui me parlait, par les différents messages qui pouvaient être transmis et portés. Alors, on a de la chance, Enzo Lefort et Antoine Dupont ont tous les deux une question pour vous autour de la musique. Ok. Alors, Enzo voudrait savoir si vous allez prochainement sortir un nouveau son. Ouais, ça arrive prochainement. Et peut-être même un clip. C'est pas vrai ? Si, j'ai un clip qui est dans la boîte depuis un moment et Okay, ça ferait un moment je dois le sortir en vrai et j'essaye de trouver le bon moment parce que c'est un très beau clip et j'ai pas envie qu'il passe noyé dans plein d'informations. Donc je cherche un petit peu le bon moment et voilà, c'est un clip dont je suis le bon assez timing. fier. Ouais. Donc Enzo a sa réponse, bientôt, mais on sait pas quand. Alors Antoine Dupont, qui est très malicieux et très sympathique, aussi malicieux que sympathique, et sa question c'est, entre une médaille d'or et un Grammy, qu'est-ce que vous préférez ? Ah, les deux sont très cool, mais non, la médaille d'or quand même. Aujourd'hui, la médaille d'or, sans aucune hésitation. Est-ce que vous avez une question pour Léon Marchand qui va venir sur le podcast très bientôt ? Ouais, tout à fait. Je crois savoir que Léon est aussi un fan d'aviation. Donc, il est à l'aise et dans les airs et dans l'eau. Donc, deux éléments complètement différents. Est-ce qu'il y a un moment où il y a une sensation qui est commune aux deux ? Bonne question. Merci beaucoup. Merci à toi. Je pense qu'on y est. Je commence enfin à être à l'aise avec les sportifs de haut niveau. Je suis toujours assez épaté sur comment on peut mettre des années et des années de travail en jeu sur 100 mètres et sur quelques secondes. Ça, c'est quelque chose qui m'éblouit assez. La force d'esprit qu'il faut pour se remettre du coup du dossard, je pense que vraiment on est sur quelque chose d'assez surhumain. C'est faut de la réserve d'optimisme. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Louis Vuitton Extended. On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires en compagnie de personnalités visionnaires. Vous pouvez trouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées comme Spotify ou Apple Podcast. Pensez à vous abonner au podcast pour recevoir les notifications, comme ça vous ne loupez aucun épisode. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Louis Vuitton Extended.